Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, The sun came out. I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve dans un moment un peu compliqué pour les Suns, on peut le dire, hein, qui ont perdu, alors attendez, il faut que je me relance, 5 défaites de suite, encore une défaite, donc 6 de leurs 7 derniers matchs, ça fait beaucoup. Le retour de KD et de Bill a quand même fait du bien avec une victoire qui se faisait attendre depuis un moment là, contre les Lakers en milieu de semaine. Et puis rechute dès le lendemain en back-to-back contre les Nets avec une défaite imprévue, on va dire, même s'il y a pas mal de facteurs qui peuvent l'expliquer. Greg, tu es avec moi. Les internautes qui sont sur YouTube l'auront déjà vu. Il n'y a pas de Malo avec nous aujourd'hui, mais Greg est avec nous. Comment ça va, Greg ? On fait aller, effectivement, tu l'as dit, une victoire très très cool contre les Lakers, si je me trompe pas, ouais, contre les Lakers, ouais. De 27. Avec la manière en plus, tous les joueurs étaient vraiment dedans. Et puis, par contre, les Nets, effectivement, une défaite un peu plus frustrante. Bon, moi, je relativise beaucoup parce que c'est finalement la première défaite frustrante de la saison. On va en rediscuter. On n'avait jamais vécu ce genre de défaite alors qu'on est à quasiment 20 matchs et qu'il y a d'autres équipes dans la conférence Ouest notamment qui ont vécu ces scénarios beaucoup plus tôt et un nombre de fois beaucoup plus élevé que nous cette saison. C'est notre première, c'est contre les Nets. En plus, moi, j'adore le travail que fait Jordi Fernandez, donc j'ai du mal à lui en vouloir de nous avoir battus. Ouais, non, je lui en veux pas trop de nous avoir battus. Et du coup, ouais, je suis plutôt content de ce début de saison au total. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on retrouve le chemin des victoires parce que l'Ouest ne va pardonner aucun impair, aucun écart. Mais voilà, et toi, quoi de neuf ? Bah écoute, moi ça va, hein, j'ai souffert un peu comme tous les fans des Suns pendant la période là, sans Bill, sans KD. Mais on va peut-être se rentrer Ouais. directement justement dans le vif du sujet par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, bon, on va peut-être reprendre progressivement, successivement plutôt tout ce qui s'est passé pour les Suns depuis notre dernier podcast. Donc le dernier podcast, c'était juste après la blessure de Ouais, Durant. c'est ça. Et voilà, et on se disait bon bah voilà, il y avait eu 2 matchs déjà, une victoire, une défaite, enfin une défaite, une victoire plutôt, et on se disait bon bah voilà, ça, il y a peut-être moyen sur la durée d'aller chercher quelque chose. Je dois avouer que c'était moi le plus optimiste là dans le dernier podcast qu'on Ça avait arrive. fait, et que je m'attendais vraiment pas c'est ça arrive, et je m'attendais vraiment pas à ce que l'équipe s'écroule, en tout cas soit en telle difficulté sans KD et Bill, en tout cas qu'elle soit dans la capacité totale de gagner des matchs. Alors en fait, c'est pas tout à fait exact, puisque donc sur cette fameuse série, depuis le dernier podcast, donc il y a eu, oui, non, c'était après la large défaite contre Sacramento qu'on avait fait Ouais. notre dernier enregistrement. Donc ensuite, il y a eu ce match contre OKC, donc j'ai envie de dire, on perd logiquement sans Bill, sans KD, à OKC, qui est une des meilleures équipes de la ligue depuis le début de la saison. Ils nous étouffent défensivement, quoi de plus normal, sachant qu'on n'a pas de nos armes offensives principales. Je veux dire, c'est un match, oui, assez logique. On met 83 points, c'est ça, dans ce match. Ouais. Enfin, une défaite assez logique. Tu parlais tout à l'heure de défaite frustrante pour la première fois avec celle des Nets là hier, enfin il y a 2 jours. Et effectivement, on va voir dans le déroulé qu'il y a un peu de ça. Même si la suivante, du coup, contre les Wolves de Minnesota, donc 36 heures après ce match contre OKC, elle est quand même frustrante parce que c'est un match qu'on aura dans lequel justement collectivement on aura réussi à faire quelque chose, dans lequel Booker se sera bien réveillé par rapport aux critiques dont il faisait l'objet, critiques légitimes, hein, sur son niveau de jeu en début de saison. Mais malgré tout, il y a une défaite là sur cette dernière action complètement improbable, ce shoot à 3 points de Ultra clutch de Julius Julius Randle. Randle, ouais.
Voilà, ultra clutch, qui fait de toute façon un match énorme. Hein. Randall, moi je me souviens qu'en en regardant le match, je me suis dit, non, mais c'est monstrueux en fait. Enfin, Kat nous a pas mis ça l'année dernière en playoff. Bon, après, c'est d'autres, c'est d'autres trucs, mais je veux dire, Randall a fait vraiment un match énorme d'une manière générale contre les Suns sur ce match-là. Sans lui, hein, clairement, il gagnait pas le match. C'est facile à dire, hein, bref. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un match que les Suns auraient pu gagner. Ça s'est pas joué à grand chose, quoi, mais qu'ils perdent effectivement pour une fois. Donc, un match dans le clutch qu'on perd, on en avait gagné pas mal sur le début de saison. Donc, encore une fois, c'est un truc où on se dit, ça arrive, rien de trop frustrant, surtout compte tenu des absences. Oui, puis c'était Voilà. un match, pour revenir un tout petit peu dessus, c'était un match surtout où tout fonctionnait. Ça Oui. fonctionnait très bien, et d'ailleurs des deux côtés, hein, parce que les Wolves ont plutôt bien joué aussi, mais ça fonctionnait bien, Booker était dedans, les role-players étaient dedans, Tyus Jones était dedans à l'orchestration du jeu, les intérieurs ont eu un petit peu plus de difficultés, mais ça va. Ryan Dunn a fait du très bon boulot en défense aussi, mais effectivement, on a eu finalement... on a compris dans le clutch que l'absence de Kevin Durant nous rendait la tâche difficile dans le 4e quart-temps, puisque c'est le patron des 4e quart-temps depuis le début de la saison, en tout cas sur les 10 premiers matchs. Et clairement, là, son absence a été criante. Néanmoins, bon, ouais, voilà, c'est ça. Quand tu n'as pas Bill et quand tu n'as pas Kevin Durant et que tu perds dans le clutch face à une des équipes favorites de l'Ouest, quand bien même ce soit plus tout à fait la même que l'an dernier, moi, j'ai trouvé que c'était difficile d'être réellement et profondément déçu, quoi. Mais peut-être que je suis particulièrement optimiste sur ce début de saison, je sais pas, j'ai l'impression parfois d'être un peu... On va en discuter justement après. Donc je finis un peu ce tour d'horizon. Donc dans le lendemain, en back-to-back, on avait ce match contre Orlando. Pareil, contre une équipe qui défend fort, une équipe qui était plutôt en pleine bourre malgré l'absence de Paolo Banchero. On a vu encore Franz Wagner à un niveau All-Star tout simplement contre Absolument, nous. Ouais. Et c'est un match où pareil, on n'est pas si loin que ça, mais on sent quand même que voilà, il manque quelque chose pour aller chercher quelque chose, enfin pour aller chercher la victoire. Et l'impression va être encore plus marquée lors du dernier match de ce stretch-là contre les Knicks à domicile, où c'est un match où on n'a pas vraiment existé et où voilà, les Knicks s'imposent, je crois, d'une vingtaine de points à peu près, d'une quinzaine de points, 138-122. Donc ouais, c'est ça, où défensivement on a complètement explosé, et on va y revenir après. Mais c'est un des gros problèmes. C'est pas au passé, hein, c'est un des gros problèmes actuels des Suns, c'est le niveau défensif qui a vraiment baissé. Consécutivement à ça, donc il y a eu cette fameuse pause de 6 jours, donc 5 jours complets de repos. Alors j'ai entendu, alors je vais pas dire n'importe quoi, mais que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé aux Suns, plus de 10 ans je crois, que c'était pas arrivé aux Suns d'avoir 5 jours de suite sans match dans une saison régulière. En tout cas hors évidemment All-Star Break et ce genre de choses. Et donc effectivement, ça a permis déjà de finaliser le retour de Bill et de Durant, qui sont donc revenus pour le match d'après contre les Lakers là ce mercredi. Ça a permis aussi, en tout cas c'est vraiment l'impression qu'on avait sur le match des Lakers, de reposer tout le monde, de permettre à Booker notamment Oui, de complètement. un peu de force, un peu de jus, aux joueurs qui avaient un peu la tête dans le seau mentalement après cette série de défaites aussi, d'évacuer tout ça. Il y a eu des séances collectives aussi dont on a entendu parler dans les médias arizoniens, qui apparemment ont été très très productives, on va dire pendant ces 5 jours, et effectivement on a vu un résultat assez caricatural, mais vraiment marquant. Genre tu les revois sur le parquet après 6 jours, c'est plus du tout la même équipe, là Du ils tout, écrasent ouais. les Lakers. Alors même si ça a été un match qui a été serré pendant toute la première mi-temps, mais dès le début du troisième quart, en fait on a commencé vraiment à prendre l'ascendant. Donc vraiment spectaculaire, on va dire, comme transformation entre le match précédent des Knicks et ce match-là contre les Lakers, même si l'adversité était pas la même. On va en reparler aussi après. Donc voilà, donc un match où tu te dis bon bah voilà, c'est reparti, et effectivement notre saison est vraiment sur un mode binaire. On a Bill et Durant, on est injouable. On n'a pas Bill et Durant, on est incapable de gagner C'est ce ça. match, quoi. Après, C'était presque ça en fait après ce match-là contre les Lakers qui animait un peu les pensées des fans des Ouais. Suns. Mais c'est un peu logique d'une Et certaine façon. heureusement, C'est oui, c'est un ça. peu logique d'une certaine Tout à façon. fait, tout cela rejoint une certaine logique. Et justement, ce match-là contre les Nets, alors je tease un peu, mais il y a quand même une certaine logique. Mais je veux dire, a enfin brisé cette espèce de truc vraiment monotone et binaire qu'on avait depuis le début de la saison. C'est-à-dire, on a notre Big Three, Ouais. on gagne. On n'a pas de Big Three, c'est chaud. Et effectivement, sur ce match-là contre les Nets,
on est plutôt sérieux en première mi-temps, même si on a déjà il y a un peu de suffisance ou quoi que ce soit, et on s'écroule complètement dans le troisième quart. En tout cas, il y a vraiment une très mauvaise séquence pour débuter le troisième quart. Je crois qu'on prend à 17-3 au début de ce troisième quart-temps, et on s'en relève jamais vraiment après. Il y a le style de jeu des Nets. Hein, t'as parlé de ce qu'amène le coach Jordi Fernandez, c'est assez impressionnant. C'est une équipe qui est tout le temps en mouvement, qui propose vraiment un jeu très très dynamique en attaque, Agressif. et un jeu très très agressif en défense, où ils sont souvent à double Ouais. team dès le début de l'action, à gamble, à faire de la presse souterrain. Il y a vraiment un truc là-dessus où ils essayent de provoquer le maximum de pertes de balles chez l'adversaire. Et ça a plutôt bien marché, hein, sur ce match. Alors, j'ai pas les stats exactement de nos pertes de balles sur ce match-là. Je Trop. sais que c'est pas c'est Beaucoup trop trop. qu'il arrive. Surtout qu'on sortait, pour rebondir sur ça, du match contre les Lakers, où on avait perdu que 9 ballons, et qui était un peu, je crois, notre record de la saison, et qui nous a permis vraiment de dominer ce match-là aussi, c'est-à-dire d'être propre dans la gestion de la balle. Donc ça a été beaucoup moins le cas, donc 17 pertes de balles contre les Nets, et notamment dans ce troisième quart-temps, où en fait ça a été vraiment une souffrance de voir les Suns tomber dans le piège, on va dire, vraiment tendu par les Nets, de manière un peu stupide, alors que justement en première mi-temps il y avait eu du mouvement de balle qui avait permis d'écarter un peu leur menace défensive, quoi. Donc ça, plus le fait que eux ont commencé à ce moment-là à vraiment désosser notre défense, c'était déjà un peu le cas en première Ouais, période, ils ont fait en des mi-temps. ajustements terribles en attaque. On n'a pas C'est su ça, suivre. Et exactement. d'ailleurs, Youssouf Nourkic sort très tôt dans le troisième et on le revoit plus de tout le match. Alors, On va en oui, rediscuter de alors Youssouf justement, Nourkic je me aujourd'hui, posais mais la question, en fait, alors c'est pas tout à fait ça, parce qu'il sort quand même après 6 minutes, et c'est le moment où on prend l'éclat, en fait. C'est-à-dire le 17-3, Nurkic est sur le terrain tout du long. Il sort juste après, en fait. Il sort après 17-6 dans le troisième quart-temps, après qu'on ait pris 17-6 dans le troisième quart-temps. Donc il y a, je crois, un 3 points de Durant, et après temps mort, et après, effectivement, oui, c'est ça. 3 points de ouais, Durant, je sais plus qui prend temps mort, si c'est nous qui prenons temps mort juste après, enfin voilà, un truc comme ça. Et derrière, enfin pas juste après, parce que c'est pas, bon, bref, on s'en fout. on t'a Et compris, Rod. voilà. Dans l'idée, ça veut juste dire qu'effectivement, sur le moment, en fait, c'est pas seulement Nourkic, ce serait dur de le mettre surtout sur le dos, mais c'est vraiment en fait, je sais pas ce que t'en penses, et bah, du coup, je vais te donner la parole juste après. Mais moi, j'ai vraiment vécu ce début de troisième quart-temps un peu, ça ressemblait à nos débuts de match, le début de premier quart-temps, loupé de début de saison avec le même line-up, donc Ouais. le line-up quoi, qui arrive pas trop à s'ajuster en attaque, à trouver le rythme, et qui se fait mais complètement ouvrir en défense. Voilà, moi en fait ça m'a rappelé ça, de voir l'équipe aussi inoffensive des deux côtés, enfin inoffensive donc, en attaque, et incapable en défense. Mais c'est vrai que c'était encore un peu différent, parce que c'était dans le flow du match, et comme tu dis, il y a eu des ajustements d'NS par rapport à la première mi-temps. Bref, une période donc qui est compliquée pour les Suns. On est redescendu de plusieurs crosses sur notre C'est vrai, ouais, enthousiasme c'est vrai. sur le retour du kiff. Mais est-ce que tu juges globalement que la période actuelle est inquiétante pour la saison des Suns? Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que on est à moins de 20 matchs dans la saison. Et avant 25 matchs, je pense que regarder une équipe et s'inquiéter ou ne pas s'inquiéter, c'est pas forcément pertinent. Moi, je ne crois pas que la période actuelle soit disons, inquiétante. Il y a des choses qui m'inquiètent, mais je ne crois pas que ce soit de l'ordre de l'équipe de manière générale, ni même de l'ordre du coaching. Au contraire, là-dessus, je suis plutôt rassuré. Mais pour revenir sur les deux matchs en question, je trouve qu'on avait fait un match référence dans la saison qui était contre Dallas, où vraiment on avait fait une victoire parfaite au cordeau, avec de très bons ajustements de coaching, un très bon comportement des joueurs sur le terrain, de très belles possessions, de l'efficacité, de la production, c'était vraiment parfait, et de la défense. J'ai trouvé que le match contre les Lakers, c'était un peu une redite de ça, un comportement absolument exemplaire de l'ensemble des joueurs qui dégageait un sentiment de confiance en eux et en l'équipe très manifeste. Et là-dessus, Booker, il est vraiment palpable, il est vraiment lisible. C'est un joueur qui, quand il n'a pas confiance, tu le vois tout de suite. Et quand il est en confiance, c'est vraiment Dragon Ball Z, quoi. Il a une aura autour de lui, rien ne peut le toucher, il plane, il marche sur l'eau, etc. C'est assez impressionnant. Et contre les Lakers, même si ses statistiques sont pas, tu vois, il fait pas un match à 50 points. C'est pas Michael Jordan, tu vois, il fait, je crois, 23-10. Il dégage une impression de facilité que j'ai trouvé très rassurante, et ça a été le cas pour l'ensemble de l'équipe. On s'est facilement trouvé en attaque, on était rigoureux en défense, et tout le monde y a trouvé son compte dans ce match. Sur le match des Nets, en back-to-back le lendemain, c'est l'inverse absolu. C'est-à-dire que si contre les Lakers, on a un match référence de comment il faut faire
et avec quel tempérament il faut faire. Et ben dans le match des Nets, on a également une référence de tout ce qu'il faut pas faire et de tout ce qu'il faut pas être. C'est-à-dire pas tenir soin de la balle. Je crois que KD il est à 9 pertes de balles encore ou 7 pertes de balles, etc. Bon, c'est trop et en fait du coup ça effrite un peu son rendement offensif et son rendement défensif, parce que c'est un des joueurs qui a été très bon défensivement depuis le début de la saison. Et particulièrement face aux Nets d'ailleurs. Et surtout dans le comportement, tu l'as dit, hein, l'équipe, on dirait une laitue cuite au micro-ondes. Dans le troisième quart-temps, c'est particulièrement explicite, mais finalement, c'est tout le match, tu vois. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer. Et moi, j'ai eu l'impression, et c'est un peu ce qui m'a frustré dans ce match, que l'équipe faisait preuve d'une certaine suffisance vis-à-vis des Nets. Des Nets qui étaient privés de Cam Thomas, donc qui est censé être leur option offensive numéro 1, même si Dennis Schroeder fait un début de saison de All-Star, hein, on va pas se mentir, hein, dans les statistiques en tout cas. Cam Thomas était absent, et du coup, je pense vraiment que Bradley Beal, notamment, et lui pour le coup, moi j'ai trouvé que ça s'était vu pendant le match. Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker ont pris le match un peu par-dessus la jambe. Et c'est ça qui m'a un peu agacé et énervé. Après, voilà, il y avait qu'à voir le mécontentement et la colère de coach Budenholzer sur le banc pendant le troisième et le quatrième quart-temps pour comprendre que, à mon avis, ce sont des choses qui vont être réglées de main de maître par le coaching staff et que ça se reproduira, je pense, le moins possible cette saison. Mais clairement, là, on a donné la pire image qu'on pouvait voir des Suns cette saison et j'étais pas du tout satisfait de ce match. Mais par contre, là où je suis satisfait, c'est qu'on a enfin une autre référence positive avec un blowout contre les Lakers et une référence négative de tout ce qu'il faut pas faire. Genre, si vous refaites ça, on est dans la sauce. J'étais pas dessus. Ouais, moi j'ai une analyse un tout petit peu différente de ce match. En fait, voilà, je raconte un peu ma vie, mais en tout cas la façon dont j'ai vécu ce match. C'est-à-dire qu'en regardant le résultat, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là en me disant non mais qu'est-ce qui se passe, faute professionnelle, c'est un truc de ouf. Enfin voilà, on les a pris de haut, voilà quoi. Donc j'avais un peu cette impression-là. Alors il y a de ça, hein, clairement. Après avoir vu le match, il y a de ça, c'est sûr. Et tout ce que tu décris là, c'est vrai en partie. Il y a eu un mauvais visage des Suns. Clairement, c'est un mauvais match. Par contre, moi, le côté faute professionnelle, j'ai tendance plutôt à nuancer ça dans le sens où je dirais plutôt, et j'ai un peu employé ce terme-là avant, c'était un match piège en fait, et on est tombé dedans en fait. C'est plus ça pour moi que vraiment une défaite de suffisance ou de désert pris de haut. Enfin, malgré tout, je pense qu'on les a un peu pris de haut, mais je pense que c'est pas ça qui fait qu'on perd le match. Je pense que ce qui fait qu'on perd le match, c'est déjà, avant toute chose, vraiment, ce que produisent les Nets en ce moment. C'est-à-dire que vraiment, c'est une équipe donc, qui venait de gagner à Sacramento, qui venait de gagner à Golden State, qui fonctionne très bien. Ah oui, effectivement, tu l'as dit, il n'y avait pas Cam Thomas qui est leur meilleur scoreur, il n'y avait pas Nick Claxton qui est a priori leur pivot titulaire, quoi. Donc a priori, il y a deux de leurs titulaires qui manquent, mais ça a l'air d'être un peu embryon, parce que ça reste le début de saison, mais de méthode de Jordi Fernandez. Il y a un côté comme pour, comme il s'appelle, le coach des Taylor Jenkins, le coach des Grizzlies. Des Grizzlies. Ou évidemment pour Spoelstra qui est le maître en la matière, mais un côté next man up, c'est-à-dire qu'en fait on s'en fout. Peu importe ta carte de visite ou quoi que ce soit, je vais te donner un rôle dans ce qu'on va faire ce soir, et t'inquiète, on va trouver des moyens pour que tu serves à quelque chose, que tu sois efficace des deux côtés du terrain. Enfin en tout cas que tu serves à quelque chose, quoi. Et non seulement on a vraiment vu ça, on a vu une équipe qui était très de la part des Nets, donc qui était vraiment dans le projet, et qui a rien lâché de la première à la dernière minute, qui était vraiment à fond tout le temps. Donc effectivement ça, pour moi, il y a un défaut, effectivement. La suffisance du côté des Suns, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'attendre à ça. Oui, absolument. Sachant que c'est proposé déjà depuis quelques matchs, notamment, c'est comme ça qu'ils ont fait leur comeback contre Golden State. Donc, effectivement, pour moi, l'erreur des Suns, elle est là. Mais pour moi, je reviens sur le truc, c'est plus, il y avait un piège et on est tombé dedans. Sauf que, encore une fois, et moi, c'est ça qui m'a frappé dans le quatrième quart. En fait, le côté vraiment mauvais visage dont tu parles, en fait, pour moi, on le voit réellement que dans le troisième quart-temps, en fait, où il y a vraiment un long moment où on n'existe pas, on baisse la tête, où il y a des trucs mais dégueulasses, Booker qui fait perte de balle sur perte de balle, Nurkic qui fait des passes en tribune, Durant qui se dribble sur le pied, même Tyus Jones perd un ballon à ce moment-là, qui attaque, enfin c'est vraiment genre la Bérésina quoi. Il y a le côté vraiment, enfin
on a déjoué complètement à ce moment-là, c'est vrai. Mais c'est eux qui nous ont fait déjouer, en Oui. fait, avec leur rythme, et on n'a pas su se dépêtrer de ce truc-là. Donc moi, je l'analyse un peu comme, en fait, ça montre les limites de l'équipe à l'instant T, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de maîtrise pour pouvoir prendre un match un peu de haut, un peu à la légère, et survivre à une équipe qui en fait est bien plus que ce qu'on attend d'elle, en fait, quoi. C'est vraiment ça que j'ai vu. Et inversement, en fait, c'est ça que la conclusion de tout ça. Paradoxalement, ça paraît sur le papier complètement contre-intuitif, mais en fait, dans ce back-to-back, le match le plus dangereux, l'équipe la plus dangereuse, c'était les Nets, c'était pas les Lakers, parce que les Lakers, en ce moment, ils vont pas bien. En fait, Ouais. tu vois, ils étaient comme ça, des défaites. On a bien vu qu'il y avait d'énormes problèmes en attaque là sur le match contre nous. En défense, c'était pas beaucoup mieux. En dehors de AD, ils étaient un peu perdus et tout. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Enfin, la NBA, bizarrement, il y a aussi la forme du moment qui compte. Enfin, pas bizarrement, évidemment, sur une saison de 82 matchs. Et vraiment, pour moi, ça a fait une différence majeure sur le back-to-back, alors qu'on s'attendait à ce que les Lakers soient le gros morceau et les Nets le gros morceau. En fait, le gros morceau des deux, en tout cas, c'était plutôt Brooklyn, Ouais, et t'as on complètement a raison. appréhender ce match comme il aurait fallu. Donc pour moi, c'est une défaite qui est un peu logique compte tenu du fait que, enfin tu vois, genre on l'a pris de haut. En fait, en gros, c'est juste pour dire, c'était pas une victoire assurée en Ah fait. non, Il oui, fallait aller chercher ce complètement, mais match-là. complètement. Mais Tu vois, c'est vraiment c'est ça en fait. finalement ce Et que je donc du voulais dire coup, quand je disais on les avait pris de haut, c'est que on partait du principe que c'était les Brooklyn Nets, ils font le tanking, etc., machin. Mais non, c'est en ça. fait, non, les Brooklyn Nets, Pas du cette tout. saison, ça assure. Et je pense que si on avait davantage lu les scouting reports sur l'équipe et sur notamment les 5-6 derniers matchs de l'équipe, eh ben peut-être qu'on n'aurait pas abordé le match de cette façon. Ouais, je te rejoins complètement Ouais, là-dessus. clairement. Tu as eu raison de préciser tout ça, mais le match contre les Lakers, c'est effectivement un match contre une équipe qui se cherche encore. Les Nets, Voilà. l'équipe, elle s'est trouvée. Elle a une identité qui est très forte et des résultats qui vont dans le bon sens. Donc, c'est presque dommage pour eux parce qu'ils ont besoin quand même s'ils n'ont pas je crois qu'ils n'ont pas de tour de draft. Si, c'était cet été qu'ils en avaient pas. Alors ouais, entre les Ouais, voilà, c'est ça. échanges Non, mais de trades ouais. d'Arden, de machin, de trucs, je sais plus C'était trop. cet été qu'ils n'avaient pas de tour de draft et du coup leur acquisition principale c'est Jordi Fernandez, mais ouais, clairement les Nets, de toute manière on vient de faire 20 minutes sur les Brooklyn Nets, hein, donc donc c'est qu'on a vraiment été impressionné par cette équipe et franchement à juste titre. Non, voilà, en tout cas pas. À juste titre, j'en profite rapidement pour faire une petite promo pour le roster, mais on a un article qui est sorti hier, je crois. On enregistre aujourd'hui vendredi, qui est écrit par Samy, qui est un fan des Nets, et justement sur ce que Jordi Fernandez est en train de mettre en place. Allez le lire, ça vaut vraiment le coup, ça met en lumière en quelques minutes de lecture le travail de Jordi Fernandez, mais bravo aux Nets, clairement, bravo à vous les gars, vous avez pris ce match et tous les autres avant, et c'est chapeau quoi, c'est chapeau. Et ça montre encore une fois aussi ce qu'on avait vu en fait finalement sur notre très bonne série du début de saison, c'est qu'on n'a pas de marge en fait. Absolument, ouais. Le seul blowout de la saison, c'est donc le match contre les Lakers, mais ça s'explique à la fois par le fait qu'on était en réussite ce soir-là, et par le fait qu'eux, ils ont plongé mentalement en deuxième période, enfin dans le troisième quart-temps, quoi. Donc effectivement, il y a vraiment aussi ce côté-là qui rentre en ligne. Ouais, tout à fait. Je rebondis très vite là-dessus parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Non seulement on n'a pas de marge, mais en plus on est dans une conférence où il n'y en a pas, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de marge à toutes les échelles. Nous, on n'a pas de marge. Les autres équipes de la conférence Ouest, quand tu regardes leur bilan, tu comprends qu'elles n'ont pas de marge non plus. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les Phoenix Suns fassent une saison d'un sérieux implacable. Parce que sinon, tu te prends des défaites que tu devrais pas prendre, comme celle contre les Nets, du coup. Et clairement, c'est au carton près, quoi. C'est au carton près. Il faut être sérieux non-stop. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me rassure pas trop chez les Suns. C'est la notion de sérieux. Parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué depuis quelques saisons. C'était un peu plus le cas sous Monty Williams avec Chris Paul sur le terrain. Mais depuis qu'on n'a plus Chris Paul sur le terrain, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je suis même complètement d'accord en fait sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment un sujet autour du niveau de la conférence Ouest. On en a déjà parlé, on va en parler de la saison qui est vraiment une jungle complètement dingue. Et d'ailleurs, le début de saison confirme en fait ce qu'on voit, parce que même les équipes qu'on pensait vraiment faibles à jouer à rien du tout, comme par exemple Portland ou San Antonio. San Antonio, on disait ça allait peut-être être un peu mieux, mais enfin voilà quoi. En fait, elles sont quand même bien dans le game, quoi. Elles sont capables de gagner des matchs assez régulièrement. Donc effectivement, il y a
quasiment pas d'équipe nulle pour l'instant dans la conférence Ouest. On va voir, ça va se décanter évidemment, mais pour l'instant il y a vraiment ce côté-là. Tout le monde est compétitif. Chaque match, ça va être compliqué d'aller le chercher. Donc d'autant plus effectivement quand tu es à domicile contre une équipe de l'Est a priori plus faible, effectivement c'est des matchs à pas perdre. Et t'as raison. L'autre point de ton intervention, il y a un vrai sujet sur les sérieux, sur la durée de ce que vont pouvoir proposer les Suns. On en avait parlé un peu pendant la preview en se disant que c'était une de nos attentes majeures d'arriver à trouver de la continuité. Ça passe par là, ça passe par tu parlais des scouting reports, mais d'être vraiment au taquet sur ces trucs-là tous les jours et jamais prendre le truc pour acquis en fait. Et en fait, moi justement, en fait, alors autant comme toi, j'ai des inquiétudes sur ce truc-là parce que dans le tempérament des joueurs, on sent que ce soit Bill Booker, Durant, ils ont un peu ce côté suffisant, genre je suis le meilleur et je crains personne quoi. Il faut que tu arrives à doser ça avec oui, mais du coup ça veut dire que tu prends tout le monde vraiment au bon niveau. Je pense que Durant est peut-être un peu mieux que les deux autres dans ce mode-là, même si c'est un peu difficile à dire, mais enfin ça dépend des matchs en fait. Mais j'ai l'impression que Durant respecte toujours l'adversaire. Mais en fait, je sais pas. En tout cas, sur ce début de saison, Kevin Durant, moi, me donne l'impression de quelqu'un qui veut aller chercher une bague. Clairement, dans l'équipe, Oui. c'est celui qui me paraît, qui me paraît le oui. plus motivé de tous à aller chercher cette bague. Ouais. Je, C'est vrai. à tout point de vue, en attaque, en défense, dans le leadership, dans la totale, il est invraisemblablement pertinent. J'adore, vraiment j'adore. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. En tout cas, dans les efforts, effectivement, et dans la méthode, dans ce Ouais. dans ce qui dégage, effectivement, en termes de sérieux. Moi, ce que j'espère, justement, c'est que cette défaite, c'est aussi un peu les mecs étaient contents de revenir ensemble, étaient grisés par ce qui s'était passé contre les Lakers dans le sens où, genre voilà, et ça peut leur servir de leçon là-dessus, c'est-à-dire, ok, on est capable d'être à un niveau complètement fou quand on est tous les trois sur le terrain avec cet effectif-là. Mais il y a quand même certains présupposés pour pouvoir gagner des matchs de basket en fait quoi. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ça peut leur servir justement dans cette logique-là mentale, de préparation mentale et de sérieux sur la durée de la saison. On va passer à un élément qui peut nous empêcher quelque part d'atteindre l'objectif là, de continuité de Buvons sérieux. de l'eau. Ouais, un grand verre d'eau, d'autant plus que je vais te passer la parole, parce que bah moi j'avais pas spécialement intention d'en parler dans ce podcast-là. J'ai vu que tu l'avais mis dans le conducteur, donc on va en parler parce que je pense que tu as des choses à dire. C'est évidemment notre gros boulet bosnien, mais adoré néanmoins, parce que voilà, c'est un gros dedans sur la bière et tout machin. Il y a quand même des gros soucis qui se posent en termes de niveau de jeu. Youssouf Nourkic, bah que ce soit en l'absence de KD et Bill, donc il a été un peu blessé en plus, il y a eu des questions autour de sa reprise, qu'il était revenu trop vite ou quoi que ce soit. Il fait quand même un énorme match contre les Lakers. Là, le troisième quart, on commence vraiment à les prendre, à prendre l'avantage sur eux. Bah, c'est Youssouf Nourkic qui commence, je crois, il marque les 8 ou 10 premiers points. Ouais, je crois que c'est 10 points d'affilée, ouais. C'est ça, 10 points d'affilée, puis Booker prend le relais, et Booker marque 10 points d'affilée, et effectivement, du long, en fait, sur ce troisième quart, là, où on prend l'ascendant sur les Lakers, il est énorme. En défense, il est énorme aussi sur ce quart. Donc, en fait, le problème de Youssouf Nourkic, c'est qu'il fait ça, mais un quart temps tous les 3 ou 4 matchs. Ouais. Donc, effectivement, il y a un vrai souci autour de ça. Bah, The Floor is yours. Comment définir le problème de Youssouf Nourkic à ce stade-là de la saison? Je pense qu'il faut enlever les flashs. Pour connaître le vrai niveau de Youssouf Nourkic, il faut faire une médiane et pas une moyenne. Et ça, c'est ça qui est problématique. Donc pour les gens qui sont pas familiers avec les statistiques, grosso modo, la moyenne, vous prenez y compris les choses les plus basses et les choses les plus hautes, pardon. La médiane, vous enlevez les choses les plus hautes et vous enlevez les choses les plus basses. Et du coup, vous avez, c'est à peu près ça. Et du coup, vous avez quelque chose de plus tempéré et de plus représentatif de la réalité dans un échantillon plus large. Youssouf Nourkic, depuis le début de la saison, c'est pas l'assurance tout risque du siècle en défense. Heureusement qu'il y a Kevin Durant qui le couvre beaucoup en aide et qu'il y a également Ryan Dunn de temps en temps qui le couvre beaucoup en aide et sur les stunts. En attaque, c'est des pourcentages très difficiles, très très difficiles à 3 points. Alors, il a toujours carte blanche pour tirer, ce que Mason Plumlee, par exemple, ne fait pas, ni Oso Ighodaro. Youssouf Nourkic a toujours carte blanche de Budenholzer pour tirer, donc c'est quand même que coach a encore confiance, non pas dans le fait que Youssouf Nourkic puisse en rentrer, mais juste par le fait que le volume représenté soit quand même une menace, puisqu'on rappelle qu'à 3 points, il n'y a pas que l'adresse qui compte, il y a aussi le volume. Le volume compte beaucoup dans l'ajustement sur les défenses extérieures. Et enfin, il y a surtout
les pertes de balles. Et puis, le plus gros point noir, c'est l'adresse sous le panier, qui n'est pas une adresse viable pour n'importe quel pivot, qu'il soit titulaire ou remplaçant en NBA aujourd'hui. Et je n'aime pas utiliser des termes comme catastrophique, cataclysmique, etc. Parce que tu l'as dit la dernière fois quand on a enregistré ensemble, à juste titre, et je fais partie aussi des gens qui pensent ça, mais on doit faire preuve de nuance quand on commente, et particulièrement dans un podcast. Mais aujourd'hui, Youssouf Nourkic est la variable la plus négative de l'effectif et celui qui condamne le plus grand nombre d'actions et de possessions qu'on joue. Et ça, c'est très difficile parce que, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en introduction de ce pod, sur la première demi-heure, on a peu de marge. Et chaque possession compte. On gagne peu de matchs en blowout. On les gagne dans le clutch, etc. Et perdre des possessions parce que Youssouf Nourkic n'arrive pas à prendre la balle correctement, perd la balle parce qu'il ne peut pas poser un dribble, ou est à 23% au tir sur le match et sous le cercle, et du coup, en fait, n'obtient pas les fautes non plus, et s'il les obtenait de toute manière, il est à 3% au lancer franc ou j'en sais rien, ça rend les choses très très compliquées et pas viables. Derrière, on a une rotation composée de Mason Plumlee et de Ozo Ighodaro qui est digne, mais qui n'est pas au niveau d'un contender comme le veulent les ambitions de Matibia. Mason Plumlee fait un super boulot depuis le début de saison. Ozo Ighodaro aussi quand il est sur le terrain, et il a des minutes qui sont précieuses, c'est très cool. Mais on peut pas partir en playoff avec Mason Plumlee en option 1 et Ozo Ighodaro en option 2 sur le poste 5. C'est juste pas possible. Donc là, aujourd'hui, Youssouf Nourkic se plaint qu'on lui demande d'être Kevin Durant. Il s'est plaint en interview auprès du beat writer, donc du gars qui suit les Suns pour Arizona Sport, Dwayne Rekin, un des deux. Une sortie, moi j'ai trouvé un peu lunaire. Moi j'ai trouvé la sortie complètement lunaire, pour tout te dire, Rod. Personne ne lui demande d'être. J'ai pas envie de lui en foutre plein la gueule, mais je vois pas pourquoi il dit ça. Non, moi non plus. Mais pour le coup, vraiment, je suis un peu halluciné de cette sortie. Je pense que par contre, elle traduit un vrai malaise de la part de Youssouf Nourkic lui-même. Je pense qu'il se sent plus bien dans la franchise. Je pense qu'il se passe des choses aussi dans le vestiaire. On a vu Kevin Durant sur le terrain le reprendre ouvertement, passe la balle, etc. quand il avait monopolisé le ballon au lieu de passer la balle à Royce O'Neal ouvert il y a quelques matchs avant la pause des 5 jours. Je pense que la sortie de Devin Booker en interview, qui a refusé de parler du niveau de jeu de son intérieur, à mon avis, ne lui a pas fait plaisir non plus. Et puis, les commentaires des journalistes et les commentaires de la fanbase ne doivent pas l'aider à se sentir apprécié dans l'Arizona. Donc, si on doit lui dire tu fais comme KD, on attend de toi que tu sois comme KD, oui, on attend de toi que tu sois comme KD et que tu demandes ton trade. Moi, c'est ça la comparaison que je ferais avec KD, tu vois, si j'en avais une à faire. Mais voilà, alors, je suis pas inquiet sur la situation de Youssouf Nourkic parce que je me dis que, vu Matisse Bia et vu James Jones, vu comment ce duo fonctionne, je pense que ça fait déjà 6 mois qu'ils sont sur le projet et qu'ils vont trader Youssouf Nourkic. La vraie question, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'on va faire un pod, je pense, la semaine prochaine sur un petit pod un peu. Ça va arriver plus vite que prévu. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu parce qu'on a très envie. Moi, je commence à avoir la trade machine qui chauffe. Mais en fait, on va rapidement avoir des scénarios où Youssouf Nourkic n'est intéressant pour absolument aucune des 29 autres franchises NBA et que tu vas le trader pour des cacahuètes. Et du coup, tu vas devoir trader un autre asset ou un autre joueur beaucoup plus important pour l'avenir de la franchise ou pour les résultats de cette saison, juste pour avoir une rotation au poste 5. Et je finirai ce long monologue en disant juste que les flashs que nous montre Youssouf Nourkic sont représentatifs d'une chose, c'est de nos besoins au poste 5. Des besoins d'une grosse défense et des besoins de finition sous le cercle. Et finalement, c'est aussi rudimentaire que ça, mais malheureusement, on va payer un prix phénoménal pour n'obtenir que ces deux choses-là. On a besoin de dissuasion sous le cercle et de finition sous le cercle. C'est vraiment, on est presque sur un profil Clint Capela aujourd'hui, et c'est quelqu'un qu'on refusait d'avoir dans nos scénarios il y a encore 10 ou 12 mois, quoi.
Ouais, bah, c'est parce qu'on espérait mieux d'une manière générale. En fait, on était sur une construction, on se disait, bah en fait, il faut qu'on ait un intérieur qui soit, voilà. On en est revenu un peu parce qu'on a aussi eu ce bon exemple la saison dernière avec la plutôt bonne saison de Nurkic par rapport à ce qui était attendu en saison régulière en tout cas, en se disant en fait voilà, il y a des compromis à faire, tu peux pas avoir le joueur parfait, enfin si, il y a un intérieur parfait encore une fois, mais il est à Denver et c'est pas nous qui l'avons quoi. Voilà, donc c'est Absolument, ouais. accepté déjà. Voilà, c'est accepté, il y a pas de problème, tu vois, c'est cool. Il faut accepter le fait qu'effectivement, quelle que soit la solution qu'on aura au poste 5, et c'est d'ailleurs vrai, tu l'as très bien dit avec les solutions alternatives qu'on a, que ce soit Plumlee ou Ighodaro, que de toute façon, il y aura un domaine sur lequel ça va pêcher. Tout dépend ce dont on a besoin là à un instant T. Et clairement, les qualités qu'a Youssouf Nurkic, elles sont pas toutes ultra intéressantes là dans le projet de jeu en fait. C'est-à-dire que déjà là on le voit sur le début de saison, sa qualité de passe, de playmaking post-haut et tout machin, bof, elle est moins importante, elle est moins utilisée. On voit que Plumlee arrive très bien, et d'ailleurs Plumlee est pas dégueu sur cet aspect-là du jeu, arrive très bien à proposer des choses dans ce domaine-là. Sans aussi, je veux dire, même dans des configurations small ball, ça fonctionne. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée de Nurkic dans ce domaine-là cette saison. Sur le rebond, il y a une valeur ajoutée parce que voilà, ça reste un énorme bavard et tout machin, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque au rebond, encore une fois. Euh, Vu ses dimensions et par rapport à d'autres énormes masters là de la NBA, c'est pas non plus le plus impressionnant, quoi, on va dire quoi. Il y a les écrans qui sont toujours de qualité dans ce qu'ils proposent, mais qui rentrent dans un fonctionnement et un système. En fait, si tu veux, ce que j'ai pu observer aussi, notamment sur ce match contre les Nets où on est dépassé par leur rythme et par leur vitesse de jeu, notre défense en transition a été très mauvaise. Moi, je mets aussi ça sur le compte du fait que, alors, non seulement on a des joueurs qui sont relativement soit vieux, soit un peu lent, comme Kevin Durant par exemple, ou Royce O'Neal, c'est pas non plus, il est pas non plus hyper rapide ou quoi que ce soit. Mais en plus, effectivement, si au pivot on a vraiment un mec qui a du mal à se déplacer et qui a du mal à être efficace sur ces trucs-là, il faut que ce soit absolument une machine ultime au rebond. Et encore une fois, même si Nurkic est bon au rebond, c'est pas non plus une machine ultime, quoi. Et donc effectivement, pour moi, il y a, enfin voilà, il y a le truc est pas rempli et ça correspond à ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, au point où on en est, ses qualités n'apportent pas énormément à l'équipe. Et en tout cas, on a tout à fait l'impression que d'autres joueurs pourraient les apporter aussi bien que lui. Et en revanche, ses défauts nous pénalisent, mais de manière presque rédhibitoire, en tout cas sur certaines phases de jeu, certaines configurations. Je parlais de la défense en transition, tu parlais de la finition en cercle, on peut parler des pick and roll adverses sur la défense des pick and roll, c'est compliqué, c'est très compliqué. T'as l'impression qu'à chaque fois l'action elle est toute tracée pour le porteur de balle adverse et tout, et qui va pouvoir aller se faire son drive Ah ouais, jusqu'au c'est bout. terrible. Et Effectivement, les pick and roll il en a juste attaque, c'est pas mieux non plus, hein. On le voit c'est vrai, sur les d'ailleurs, matchs contre effectivement, les j'allais y Lakers. venir. Non, mais tu vois, sur le match C'est contre vrai. les Lakers, on voit bien que Budenholzer a dit on va augmenter le Après, volume des pick and roll qu'on joue. Et c'est Mm. la catastrophe. Je te laisse continuer parce que je suis sûr que tu avais en parler, Et mais effectivement, bah, juste sur l'aspect défensif où effectivement et c'était assez frappant là j'ai trouvé sur le match des Nets, mais d'ailleurs aussi un peu en première mi-temps contre les Lakers, où t'as l'impression qu'en fait donc le mec le pick and roll, le ball handler du pick and roll, donc qui va driver vers le cercle et tout, en fait il a juste à faire attention à où est le roamer, est-ce que fait le roamer, c'est-à-dire donc que ce soit KD, Dunn ou O'Neal, quelle est sa trajectoire, où il va, où il est. Donc c'est-à-dire qu'en gros, s'il va plus vers toi, tu la mets à ton intérieur, ça fait panier. S'il protège plus l'intérieur, tu vas au cercle et tu finis. En fait, en gros, Nurkic n'existe pas défensivement sur ces phases de jeu-là. Enfin, j'exagère, je force le trait, mais il y a vraiment cette impression-là très 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 fréquemment sur ce type de situation qui mettent vraiment l'équipe en difficulté. Et effectivement, pour finir, oui, en attaque, c'est la même chose. Il apporte vraiment pas grand-chose sur ces situations-là. À part voilà, ponctuellement, t'as un pick and roll qui est bien réalisé. Moi, j'ai l'impression que la seule bonne action qu'il fait là en attaque depuis le début de la saison, c'est son fameux post-up là au poste bas, où quand il est sur un mismatch avec un mec plus petit, il arrive bien à l'enfoncer et à marquer sur sa tête. Je crois que c'est Reddish qu'on a pris 2-3 là contre les Lakers. Bon, voilà, c'est quand même un peu limite. C'est un move qui est, je n'allais pas dire d'un autre temps, parce que t'as quand même des joueurs aujourd'hui qui arrivent à l'utiliser bien, y a pas de souci, tu vois. Mais ça reste assez limité dans une production offensive, d'autant plus que ça s'intègre pas vraiment dans le système de jeu que veut faire Bud. C'est une option alternative, mais c'est voilà. Donc effectivement, vraiment, si on prend le truc assez froidement, il y a peu de choses qui justifient que Nurkic ait encore du temps de jeu du côté des Suns cette saison, en dehors du fait que, encore une fois, les deux autres intérieurs sont pas parfaits non plus, et que donc du coup, faut équilibrer entre les trois, quoi.
Ce qui est intéressant, et je sais pas ce que t'en penses, c'est qu'on a quand même vu sur les derniers matchs, en profitant notamment de la petite blessure de Nourk et tout, Oso Ighodaro prendre de plus en plus de place quand même dans la rotation, après une série de matchs sur une série de victoires où il était un peu moins présent. Là, on sent que Bud lui fait quand même de plus en plus confiance, on sent que lui aussi il est de plus en plus à l'aise. Pareil, tout n'est pas parfait, il y a encore des trucs qu'il doit polir, on va dire, évidemment, mais on sent qu'il prend confiance et ça peut être une option très intéressante. Mais il y a une super progression. À chaque match, tu as l'impression Ouais, qu'il progresse. Chaque match, tu as l'impression qu'il vraiment. progresse. En défense, il est super bon sur les switches, il commence à être très correct en roamer. Ça progresse au rebond, il en prend de plus en plus et surtout, il fait de plus en plus de bons box-out parce que même si c'est pas lui qui prend les rebonds, c'est important que ton intérieur te bloque pour que après tu aies Ryan Dunn, Kevin Durant, Bradley Beal, etc., Devin Booker qui prennent les rebonds à sa place. Et après, il a toujours cette intelligence en attaque de trouver les bonnes passes. Il est excellent sur les flare screens, donc ces screens où il se décale très vite avec ses hanches pour ensuite faire des passes et tout. Il a toujours un bon sens du timing. Non, Oso, il régale. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là si tôt dans la saison. Aussi vite, quoi. Clairement. Et donc ça, c'est quand même des perspectives qui sont intéressantes parce que si ça continue à se vérifier, on va dire, sur la suite de la saison, s'il continue à progresser, s'il continue à apprendre vraiment de ses petites erreurs et à façonner un peu le joueur qui va être en NBA aussi vite, on va dire, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il prenne une place de plus importante dans la rotation. Toujours est-il que le grand objectif, on l'a déjà, on en parle à chaque émission, donc on a déjà un peu parlé là, ça reste quand même d'être un contender, et qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, avec cette rotation intérieure, on le dit depuis le début de la saison, on l'a dit avant la saison, on le dit là depuis le début de la saison, ce n'est pas tenable. Il faut arriver à trade Nurkic. Moi, je suis très inquiet parce qu'effectivement, ce que tu disais, on va arriver à un point où il sera plus tradable, où aucune des 29 équipes en voudra. J'ai l'impression que c'est maintenant, en fait, ce point-là. Je veux dire, il a un contrat qui est 7 millions, près de 18 millions cette saison, plus de 18 millions la saison prochaine. Qui est garanti. Il est, encore une fois, il n'a pas le niveau d'un pivot titulaire en NBA, dédicace à Bastien, vraiment pas. Enfin, tu vois, genre, il a le niveau pour être un backup intéressant, jouer une quinzaine de minutes, ou être un titulaire qui joue que une quinzaine de minutes. Encore une fois, si c'était ça avec Phoenix à chaque match, là, il est quand même à 24 minutes de moyenne, tu vois. Même si c'est limité, ça laisse de la place aux autres et tout machin, ça reste 24 minutes où tu as Youssouf Nurkic sur le terrain, et où, malgré tout, c'est rarement, tu as bien fait de le dire, de manière médiane, en observant le truc de manière médiane, c'est quand même pas très très satisfaisant, quoi. La médiane est très très haute. La moyenne n'est pas non plus beaucoup plus haute, ceci dit, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de trucs très très mauvais. Oui, absolument. Ces pertes de balles. C'est quand même très très problématique. Alors heureusement, son usage a un peu baissé par rapport aux premières fois où on avait un peu étudié cette question-là, mais je crois il a 22% de pertes de balles cette saison, ce qui est le pire ratio d'équipe, tout simplement, et un des pires ratios en NBA, notamment pour un intérieur, quoi. Donc il y a vraiment vraiment un souci, quoi. Sur ça. Donc ça, on peut se dire au moins c'est en train d'être adressé par le coaching staff, dans le sens où, bon, les systèmes qui reposent un peu sur Nurkic, on oublie, on va essayer de descendre un peu, juste en l'utiliser en attaque comme poseur d'écran, voilà. Je pense qu'il y a un peu plus ça dans l'idée, mais ça réduit encore, voilà, ça réduit encore ce qu'il apporte sur le terrain, donc c'est quand même assez inquiétant sur la durée. Moi, je pense, pour finir là-dessus, tu vas nous donner ton avis là-dessus, que ça va quand même être très compliqué de le trader lui, en fait. C'est-à-dire que t'avais parlé d'échanger un autre asset un peu plus valuable pour récupérer un pivot titulaire. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir, en fait. Je sais pas si on peut pas mettre un joueur de plus avec lui. Mais moi, les scénarios que je vais étudier pour la semaine prochaine, et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui écoutent et qui regardent Valley-Hoop à nous proposer des trades en DM sur nos comptes perso ou sur le compte de Valley-Hoop. Mais à mon avis, il y a 2 scénarios qui sont possibles avec Youssouf Nurkic. 3, pardon. On le trade pour un autre pivot et ça dégage, ou pour un ailier un peu défensif avec un tout petit peu de shoot à 3 points, mais vraiment fond de banc, et ça dégage. Et du coup, il faut que le salaire soit inférieur, etc., machin, tout ça. Soit on le trade contre une équipe qui est capable d'absorber 18 millions, qui nous donne un joueur à 5 millions dont on va quasiment rien faire, il va prendre 0 minutes, mais par contre, on récupère un 2e tour de draft, par exemple. Mais bon, ça, c'est pareil, ça me paraît peu plausible. Soit on attache à Youssouf Nurkic le premier tour 2031, le pic de draft du premier tour de l'année 2031, et on essaye d'avoir des équipes qui ont besoin de capital draft et qui ont éventuellement des options soit à l'aile, soit au poste 5 à nous faire valoir et qui pourraient nous faire envie.
Je vois pas beaucoup d'équipes qui sont dans ce scénario-là et qui sont capables d'absorber plus de cap parce que nous, ben, on éclate le second apron, donc on peut pas prendre plus de salaire ni rien. Et du coup, si on est dans une configuration où Youssouf Nourkic part pour un ailier, eh ben, ça veut dire que nous, on a un de nos 2 role-players dont on va parler ensuite qui part aussi. C'est-à-dire soit Grayson Allen part contre un ailier parce que ben il est un peu petit, que peut-être ce serait mieux d'avoir un profil plus défensif, etc., etc. Soit c'est Royce O'Neal qui part pour, tu vois, un autre ailier peut-être un peu plus fort ou j'en sais rien. Je sais pas, mais pardon, contre du coup Grayson Allen part contre un pivot ou Royce O'Neal part contre un pivot et du coup on arrive à trouver un mec qui est en fin de contrat rookie ou en premier contrat pas trop cher, etc. machin et tu vois autour de la mid-level exception et on arrive à ou sur le marché des buyouts. voilà exactement. Mais quand tu veux t'armer sur un poste 5 titulaire d'une équipe de contenders avec le marché des buyouts, enfin. L'an dernier, c'est cool, on a chopé Royce O'Neal, mais Royce O'Neal, il n'est pas titulaire. Non, Royce O'Neal, je crois que c'était dans un trade en fait. Oui, en plus. Juste avant. On a juste chopé Thaddeus Young sur le marché des buyouts. Moi, ça me paraît vertigineux. Après, bon. Non, mais de toute façon, on sait clairement qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas de cette manière-là qu'on trouvera un autre truc. Je pense que vraiment, l'année dernière nous a fait comprendre ça. En tout cas, enfin moi personnellement, et que du coup ça pourrait passer que par un trade, et qu'effectivement du coup vu les émoluments de Nurkic et son niveau de jeu, ça va être compliqué de faire un échange direct. Et n'oublions pas que dans Valley Hoop, notre position, c'est qu'on ne pense pas que les Suns sont candidats au titre. Donc, on n'est pas finalement. Non, mais finalement, moi, je suis pas en stress, tu vois. Je suis pas en stress de me dire si on trouve pas de poste 5, on va jamais arriver à gagner le titre, etc. Moi, depuis le début de la saison, je me dis qu'on joue pas le titre. Donc, finalement, tu vois, Non, vraiment, clairement, ça fait partie des problèmes qui font que, après, effectivement, si on sait jamais, hein, ça peut très bien arriver avec un tour de passe-passe. On n'est pas les Lakers à obtenir des trucs complètement abusés, mais peut-être qu'on peut tomber vraiment sur un truc qui nous avantage et on s'en sort bien. Écoute, donc on verra bien. On verra bien et on va donc finir l'émission avec, t'en as parlé un petit peu juste avant, un focus un peu sur 2 role-players qui sont un peu les principaux en termes de temps de jeu. Je crois que c'est même sûr que c'est les 2 principaux en sortant depuis le début de la saison. Avec Ryan Dunn, je pense, hein, mais on le compte pas dedans parce que c'est le rookie. Tous les 2 sont à plus de 20 minutes. Ryan Dunn est un peu moins de 20 minutes. Royce O'Neal est même à 25 minutes, donc il joue un peu plus que Nurkic en moyenne cette saison. Donc Royce O'Neal et Grayson Allen. Il y a quelque chose autour de ces joueurs-là. Alors effectivement, ce qui est compliqué, c'est que c'est des joueurs qui ont une importance énorme, mais qui sont pas les stars, qui doivent fournir un rendement de role-player de 3&D dans la continuité, tout en n'ayant pas vraiment le même volume d'un match à l'autre en fonction des présences et des absences. On a vu que évidemment Grayson Allen a eu beaucoup plus de pick and shoot en l'absence de Bradley Beal et de Kevin Durant. Globalement, on peut peut-être parler d'une saison à 2 vitesses. Enfin, pour l'un comme pour l'autre. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est qu'il y avait une gâchette vraiment en la personne de Grayson Allen et un homme à tout faire plutôt en la personne de Royce O'Neal. Et là, pas que c'est inversé, parce que Royce O'Neal reste un homme à tout faire qui est assez efficace, notamment en défense. Mais par contre, il est vraiment bon, lui, en termes de pourcentage à 3 points, à 41%. À l'inverse, Grayson Allen est en difficulté. Sur ce début de saison, il est à 34% seulement. Donc, c'est plus de 10 points de pourcentage de moins que la saison dernière sur l'ensemble de la saison. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que ces nouveaux gros muscles sont en cause? C'est une discussion qu'on avait eue sur le FC Soleil avant le début de la saison. Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est vrai qu'il y a entre les deux, on a du mal on a du mal à être satisfait complètement de leur rapport. Ce serait un peu dur pour Royce O'Neal qui, quand même, depuis le début de la saison, globalement, a énormément apporté. On était dithyrambique sur lui lors du premier ou deuxième podcast qu'on avait fait, parce que j'étais pas là pour le premier, en disant, donc au bout de cette série là où on était à 8-1, de dire que c'était vraiment le role-player parfait dans cette équipe et l'un des meilleurs role-players de NBA sur le début de saison. Ça s'est un peu tassé, mais il reste quand même très important. Grayson Allen, à l'inverse, ça n'a pas toujours été sur l'ensemble sur le début de saison. En fait, c'est un début de saison qui est plutôt raté, mais il n'a pas toujours été mauvais. Il y a eu des actions importantes dans des victoires. Il y a eu des moments où il a été
comment dire, une bouée de sauvetage au scoring Absolument. Ouais. quand plus personne n'arrive à rentrer des shoots. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Toi, comment tu juges le début de saison de ces deux role-players encore une fois, dans la nuance, quoi, j'imagine. Oui, dans la nuance, parce que finalement, Royce O'Neal, il fait 3 ou 4 matchs où il est un peu en dedans, mais par contre, il joue tous les matchs depuis le début de la saison et il est quand même globalement très positif. Donc en fait, j'ai tendance à lui pardonner volontiers des slumps sur des matchs, tu vois, où il est à vraiment 0 sur 5 à 3 points. En défense, il est crevé, il est KO, etc. Il trouve pas sa place. Bon, moi, j'ai tendance à lui passer l'éponge assez facilement. Parce que je pense que c'est un joueur qui, sur le fil des 82 matchs, aura quand même une influence très positive sur les résultats de l'équipe et qui, dans l'idée où ce serait un asset pour un trade, montre plutôt des choses très positives aux autres franchises et du coup, je pense qu'il a une bonne valeur sur le marché. Grayson Allen, c'est un peu plus inquiétant, quand bien même je trouve qu'il est progressé à la création. Je trouve que notamment sur les drives, c'est mieux. Il encaisse mieux le trafic, etc. sur les drives. Et même en défense, je trouve que son impact physique s'est amélioré, sans doute parce qu'il a pris un peu de muscle, tu le disais. Hein. Alors que lui, en interview, dit que c'est pas le cas. Mais bon, c'est un déni de réalité. Ça arrive très souvent en ce moment aux États-Unis, mais passons là-dessus. Bon, pas qu'aux États-Unis, hein. Franchement, absolument. on est mal placé pour en parler. Absolument. Mais du coup, voilà pour Grayson Allen. Je pense que le côté positif de Royce O'Neal est un peu le miroir du côté négatif de Grayson Allen. J'ai du mal à enterrer Grayson trop vite. Il faut pas oublier que c'est un type qui a eu un enfant il y a très peu de temps. Les Suns jouent beaucoup à domicile, donc je suis pas certain qu'il dorme beaucoup, etc. Machin. À mon avis, ça joue sur son équilibre et sur, disons, ses priorités mentales aussi. Tu vois, quand tu as un enfant, peut-être que le début de saison de ton équipe n'est pas forcément la priorité des priorités dans ta vie. Et je le comprends tout à fait. Donc voilà, j'ai tendance à... Tu vois, on n'est toujours pas à 20 matchs joués et il nous en reste encore 2. À mon avis, on verra Grayson Allen à 40, 50 matchs quand on sera en février autour de la trade deadline. On fera le bilan à ce moment-là, mais la question mérite d'être posée dans le sens où c'est des joueurs qu'il va falloir suivre. C'est des joueurs qui sont tellement importants parce que, on l'a dit et répété dans ce podcast, les marges sont très faibles pour les Phoenix Suns, que eux ne peuvent pas se permettre de nous mettre dedans en termes de marge. C'est un peu eux finalement qui doivent être les garants de ces marges-là et qui doivent être les plus propres dans leur feuille de match quant aux marges, tu vois, avec aussi Tyus Jones, etc. Mais comme en plus les deux rookies sont responsabilisés et eux, pour le coup, on a presque un peu plus l'envie de leur dire bon, tant pis si vous faites des matchs un peu en dedans, c'est pas grave. Après tout, vous êtes rookie. Oui, c'est plus logique. Mais du coup, la balance de ça, c'est que les role-players expérimentés, les mecs, vous, par contre, il va falloir assurer derrière parce que c'est vous qui portez les couches des rookies, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça la situation avec Grayson Allen et Royce O'Neal. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, alors, donc, en soutien de ce que tu disais sur Royce, on peut donner son minutage depuis le début de la saison. En fait, c'est l'un des 3 joueurs avec Booker et Tyus Jones qui a joué tous les matchs des Phoenix Suns cette année. Et c'est donc logiquement le 3e plus gros temps de jeu en termes de minutes. Il a 456 minutes jouées avec Phoenix cette saison. Donc effectivement, il y a une grosse importance même en termes de présence sur le terrain, quoi. Effectivement, c'est un joueur de niveau NBA qu'il est bon d'avoir sur le terrain quoi qu'il arrive en fait. Et effectivement, ne serait-ce que sur ça, comme tu dis, on peut lui pardonner j'allais dire même pas l'inconstance, mais plutôt les moments un peu de down physique. Et effectivement, je pense que ses passages à vide cette saison, ça a été vraiment ça. Sachant que sur la durée de la saison, il va vraiment amener cette présence et ce niveau un peu plancher qui est assez intéressant. Je suis assez d'accord aussi pour dire que sur Grayson Allen, il faut non pas être comment dire optimiste ou quoi que ce soit, mais en tout cas être patient et être un peu dans la dans la nuance et pas se précipiter à dire voilà on a cru que on lui a donné un contrat, il les vaut pas du tout parce qu'il est plus qu'à 34% au tir et tout. Effectivement sur le terrain il fait quand même il a élargi sa palette par rapport à l'année dernière, en tout cas par rapport au joueur qu'il était quand il est arrivé l'année dernière. En tout cas moi
j'ai l'impression quoi, il est quand même plus à l'aise dans beaucoup de choses qu'il fait sur le terrain. Défensivement, je trouve qu'il est un petit peu meilleur cette saison, même si c'est pas encore tout à fait exceptionnel. Au moins le fait d'avoir des joueurs comme Dunn ou O'Neal à côté de lui fait qu'il est plus forcément le primary defender, en tout cas sur le porteur de balle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que ça lui enlève cette charge-là où on sentait qu'il avait quand même du mal. En aide, il arrive à être important. Effectivement, il amène un peu un truc différent dans le scoring, c'est-à-dire une espèce de confiance en lui, en fait, on va dire, qui est presque légale de celle des All-Stars, alors que c'est pas du tout un joueur avec ce statut-là, mais on sent que voilà, lui, il n'hésite pas du tout à prendre des tirs et tout. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi sur la durée. Je pense que ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire leur rôle est vraiment extrêmement important dans le bon fonctionnement du roster des Phoenix Suns cette saison, beaucoup plus sans doute que ce que leur statut, on va dire en termes de salaire ou en termes d'état de service indique, parce qu'effectivement, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la partie juste avant, il y a un gros déficit au poste de pivot, en tout cas sur le poste 5, on est un petit peu, enfin on est en dessous de ce que propose la NBA en termes standards. Donc du coup, sur les role-players, il faut qu'on arrive à être à ce niveau-là, voire un peu au-dessus. Et donc comme tu dis, ça repose notamment sur ces deux joueurs-là, puisque encore une fois, pour ne rien ajouter en termes de facilité à ce qu'on propose, on utilise aussi pas mal des rookies, donc avec le côté un peu incertitude de ce qu'ils vont produire, quoi. Sur ce point, et peut-être pour finir sur la question des role-players, je suis chiant, donc voilà, je vais en parler. J'aimerais savoir ton avis, parce que moi c'est clair et net, hein, vraiment, j'ai eu le sentiment sur certains matchs depuis le début de la saison, encore une fois contre les Nets hier, qu'il y a cette hiérarchie, parfois elle est à mauvais escient, dans le sens où, encore une fois, Grayson Allen, enfin, tu vois, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, mais il y a des moments dans le match où il est pas trop dedans, où c'est pas non plus, enfin, tu vois, ça, ce qu'il apporte sur le terrain n'est pas très intéressant parce que du coup, il rentre pas ses tirs, parce que du coup, en défense, tout le monde est dépassé et tout machin, et en fait, il y a pas de valeur ajoutée. Et dans ces moments-là, moi, j'aimerais bien, en tout cas, j'aurais bien aimé sur le match des Nets, et j'aimerais bien depuis le début de la saison que ce soit un peu plus le cas. Bon, lui aussi a été blessé, donc dire son nom, surtout tout le monde s'attend à ce que je dise son nom. Josh Okogie, pour moi, il devrait. Enfin, en fait, c'est une option qui est pas suffisamment utilisée là à l'heure actuelle par Bud, vu ce qu'il produit sur le terrain, parce qu'encore une fois, dans la série là où Bill était blessé, où il a joué un peu plus, il a quand même été plutôt bon, presque la seule satisfaction des Suns avec Iguodala, on en a parlé là sur cette série de défaites. On connaît Josh, on sait qu'il a des défauts et tout. On sait qu'en attaque, c'est évidemment très loin de ce que Grayson Allen peut apporter, mais dans des moments où Grayson Allen est un peu dans le dur avec son shoot, bah finalement ça s'équilibre un petit peu. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, bah Josh apporte des trucs en termes d'énergie, en termes de rebond offensif, que Grayson Allen est complètement incapable enfin, que 98% des joueurs de NBA sont incapables d'apporter. Donc du coup, pour moi, il y aurait, enfin, tu vois, il y a peut-être un ajustement à trouver sur l'utilisation des role-players, c'est-à-dire en fonction des moments, en fonction de ce que tu as en face. Alors, pour l'instant, effectivement, encore une fois, l'échantillon est trop réduit et le fait d'avoir été contraint par les blessures fait qu'on n'a pas vraiment pu voir comment Bud gérait ça. Mais pour moi, il y a peut-être un truc à travailler sur l'utilisation des joueurs en fonction de tes besoins du moment et de ce que propose l'adversaire, quoi. Et Josh Okogie, pour moi, rentre tout à fait là-dedans parce que n'en déplaise à certains, ce qui prouve là depuis le début de la saison, c'est qu'il y a même plutôt le niveau d'un joueur NBA de rotation, quoi, d'un joueur de banc. Donc pour moi, il y a peut-être un déficit dans le statut justement pour l'instant au sein du roster entre Grayson Allen et Josh Okogie, qui ne se justifie pas par ce que proposent les deux joueurs sur le terrain et qui aurait intérêt, en tout cas pour moi, pour la bonne marge de l'équipe, à être un peu équilibré. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense en tout cas que le traitement qui est réservé à Youssouf Nourkic, qui n'a pas le droit à l'erreur et qui est souvent sorti très tôt ou très vite au profit d'autres joueurs, pourrait être celui qu'on met aussi sur d'autres joueurs de l'effectif pour faire rentrer quelqu'un comme Josh Okogie. Je pense que lorsque Royce O'Neal ou Grayson Allen ou d'autres, hein, ça peut être le cas pour Bradley Beal aussi, mais même si c'est plus rare, je le trouve assez constant cette saison. Ça peut être le cas pour Ryan Dunn quand ça fonctionne pas, ça peut être le cas pour Ozo Ighodaro, etc. Machin, peu importe. Je pense qu'effectivement, Josh Okogie devrait être une sorte d'atout joker sorti dans des situations où on a besoin de disruption, où on a besoin d'intensité et où on a besoin de
peut-être aussi d'un peu de folie, parce qu'il a aussi ce truc, tu vois, d'être un peu de folie. Et je dirais que c'est pour moi le seul point négatif du coaching de coach Budenholzer cette saison, c'est que j'ai l'impression qu'avant même d'avoir 20 matchs dans les pattes, on a une rotation qui finalement est déjà très actée, très minutée et bien utilisée au demeurant, parce qu'encore une fois, le bilan quand tout le monde est en santé est très positif. Mais peut-être un petit grain de folie en plus, tu vois, un tout petit peu d'assaisonnement dans la sauce, c'est pas mauvais. Et je pense, comme toi, que Josh Okogie peut être ce mec-là, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose avec lui, c'est que on le paye quand même sur un contrat qui est relativement intéressant, à la fois pour nous, pour lui, mais aussi sur le marché des trades. Et que si on veut le trade, il y a quand même un moment où il va falloir le montrer, le Josh. Et pas juste quand alors je sais que c'est pas une option qui te fait plaisir, tu vois, mais il faut quand même qu'on le montre à un moment donné aux autres équipes. Et en fait, pour moi, tous les indicateurs font que on devrait avoir au moins 10 à 12 minutes de Josh Okogie par match, voire même plus. Et particulièrement quand Grayson Allen ou Royce O'Neal sont en difficulté. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Je pense qu'il y a des indicateurs à l'inverse, parce que j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Je pense qu'il y a des indicateurs qui disent quand même à Budenholzer, attention, tu vois. Parce que Josh Okogie est un très bon défenseur sur point d'attaque et un très bon défenseur en individuel, mais son impact général sur la défense rend les choses un peu plus compliquées pour les autres. Mais notamment, tu vois, on encaisse 8 points de plus par 100 possessions quand il est sur le terrain, 8,48 pour être exact. Et par contre, là où c'est cool, c'est qu'il nous propose quand même, tu vois, 7 secondes chances par 100 possessions, donc 7 paniers de plus par 100 possessions, à mettre ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend de notre adresse, mais ça c'est plutôt cool. C'est quelqu'un qui, notamment sur les rebonds offensifs, nous permet d'avoir davantage d'impact. Ouais, c'est clairement son super pouvoir. Oui, clairement. Mais t'as raison de pointer le souci qu'il pose défensivement, et je pense que c'est vraiment ça. Oui, L'argument absolument, moi offensif. aussi. Encore une fois, sa production en attaque, elle est plutôt bonne depuis le début de la saison. Il est bon au shoot, il arrive toujours à faire ses petits drives et finitions au panier et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, il y a. Enfin, en fait, en gros, sur la période, là, donc, on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui va vraiment pas, c'est notre défense. Encore une fois, big up à Théo qui l'avait vu venir, Théo du FC Soleil qui l'avait vu venir, mais effectivement l'absence de Kevin Durant nous a surtout plombé défensivement, encore plus qu'en attaque. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a perdu un peu le rythme de ce côté-là du terrain, en tout cas l'alchimie défensive qu'on avait réussi à trouver sur le début de saison. Et que là, pour l'instant, c'est un peu pas panique à bord, mais on a du mal à recréer le truc. Et clairement, on a l'impression que dans cette construction-là défensive, Josh Okogie, il n'a pas vraiment sa place. En tout cas, c'est comme tu dis, il y a un peu une inquiétude de la part de l'ami Bud à se reposer vraiment sur lui. En fait, effectivement, moi, c'est ça, hein, quand tu parlais des 10-12 minutes, moi je demande même pas ça en fait. Effectivement, c'est plus ponctuellement dans certains cas, donc je rebondis sur ce que tu disais au début, dans des moments où tu as besoin de plus d'intensité, dans des moments où tu as besoin un peu de, comme tu disais, de disruption, je pense que c'est le bon mot, parce qu'il y a ce côté-là en fait. Et c'est un moment, en fait c'est ça, c'est que tu vois que ton équipe elle fonctionne pas sur 3, 4, 5 possessions de suite, que ce soit en attaque ou en défense hein, d'ailleurs, bah t'essayes de trouver quelque chose, et en fait peut-être que pour l'instant, Bud n'est pas encore assez réactif sur ces trucs-là, peut-être qu'aussi il est aussi dans une phase de test toujours, parce que ça reste voilà, le début de saison, le premier quart de saison, on est toujours dedans. Pour finir, je pense que l'argument que tu donnes sur le côté trade asset est très important, enfin, est le plus important parce qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, et en fait, ça c'est conclusion, enfin, en tout cas, un prolongement de tout ce qu'on a dit depuis qu'on a abordé le cas de Nurkic. Mais pour trouver cette pièce rare au pivot, enfin, cette pièce rare, en tout cas, ce joueur qui serait capable d'être vraiment titulaire au pivot, peu importe finalement combien il coûte ou quoi que ce soit, il faut qu'on arrive à trouver le joueur dans la catégorie qu'on va pouvoir échanger contre lui. Donc soit Nurkic c'est un contrat à 18, soit Grayson Allen c'est un contrat à 15, soit plutôt Royce O'Neal c'est un contrat à 11, si c'est un contrat à 8, plutôt Josh, effectivement, c'est ça l'idée. Mais comme tu dis, ça veut dire que ces joueurs-là doivent être toujours mis en avant dans le fonctionnement des scènes sur la durée de la saison. Pour moi, Josh ne l'est pas assez, mais encore une fois, oui et non, parce que sur le peu qu'il a montré, il a quand même eu un apport assez positif, donc peut-être que ça joue en faveur de sa cote. C'est vrai que moi, je suis pas scout NBA, je suis pas, dans l'encadrement de front office. Je ne sais pas comment fonctionnent ces mecs-là. Est-ce qu'ils sont à mater tous les matchs, toutes les minutes, les garbage time, en disant, lui, il coûte que 2 millions, il nous intéresse. C'est plus justement sur les stats. Est-ce que c'est, enfin, tu vois, je sais pas trop comment il fonctionne, quoi. Mais ce serait intéressant de le savoir. Et en tout cas, on va voir comment ça va se débrouiller chez les Suns. Mais je pense que
en tout cas ces 4 joueurs-là, ont cette valeur-là, on va dire, sur le marché des transferts. Et ne serait-ce que ça explique que il y ait une mise en avant sur la durée de la saison, quel que soit, j'ai envie de dire, leur niveau de jeu. Par exemple, un mec comme Ball, on s'en fout de le mettre en avant. Je veux dire, il a un contrat qui coûte peanuts. Enfin voilà, il n'aura pas tant de jeu vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter autour de tout ça? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va se revoir pour les trade machines début décembre. Ensuite, on va enchaîner avec. On va rapidement arriver aux 25 matchs finalement, je pense. On va faire trade machine après 25 matchs, donc on a du pain sur la planche avant Noël. Et puis voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. J'ai très hâte. Mais je trouve que c'est une bonne saison à suivre, et à commenter. J'aime bien. Ouais, carrément, c'est assez intéressant ce qui se passe. Encore une fois, moi je m'attendais à être vraiment énervé en regardant le replay du match contre Nets. Ça n'a pas été le cas malgré tout. Même s'il y a des trucs qui sont pas, voilà, qui sont pas cool à voir et qui sont pas très encourageants, on va dire, qui sont un peu inquiétants. C'est pas non plus. Enfin, tu vois, genre voilà, il y a des explications logiques. Et encore une fois, il faut aussi se mettre dans la tête que bah on est dans une NBA qui a un niveau extrêmement relevé. Je sais pas s'il y a déjà eu un niveau aussi Ah, c'est aussi balèze. C'est d'une balèze. manière générale. Ouais, là, cette saison, c'est quand même très impressionnant. Donc, effectivement, voilà, il y a ce côté-là aussi qui joue. Et en tout cas, voilà, on est combatif, on lâche pas vraiment. Sur ce match-là, bon, ça n'a pas été dans notre sens. On n'a pas parlé de la prestation du sophomore Tyler ou Tyrese, comment Martin? il s'appelle? Martin, c'est ça. Tyrese Martin, c'est ça exactement, qui met quoi, 30 Oui, points c'est ça. Ouais. Il avait marqué. Ouais, il a passé. Je vais te dire, hein, clairement, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom, hein. Moi, Martin, c'était les Caleb, Cody, les mecs qui étaient à Charlotte, là, donc, Ouais. Ou à Corentin Miami. à Strasbourg dans Mais les années 2000. Tyrese Martin, jamais entendu de. Tu vois, ou à l'ancienne. Corentin Martins, comment il s'appelle le joueur de Strasbourg en Ligue 1. Ah oui, c'est bon. On aura placé Corentin Coco, Martin si tu nous regardes. pour les copains au Serrois. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, effectivement, il y a eu aussi cette espèce d'anomalie, quoi. Donc, en fait, c'est un peu une combinaison de tout ça. C'est-à-dire, nous, on a été un petit peu en dessous, mais on n'a pas été infâme, en fait, sur ce match-là. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Très bien, mon Greg. On va se revoir donc très Mais bientôt, oui. hein, pour un podcast. Et on se retrouve avec nos auditeurs aussi très bientôt. Malo sera avec nous très logiquement lors du prochain podcast. Et ben voilà. Merci Absolument. Très bonne semaine à tous Allez. et à très vite. Ciao, ciao. Allez, bye.